Aussi loin que je me souvienne, je ressentais des présences alors que j'étais tout bébé. Enfant, l'heure du coucher rimait souvent avec anxiété et peur. Mes nuits étaient rythmées par d'affreux cauchemars, du somnambulisme, des ressentis de toutes sortes, mais aussi de très nombreuses et parfois violentes sorties de corps. De jour comme de nuit, on me chuchotait des choses à l'oreille ou dans la tête, et cela est devenu rapidement anxiogène pour moi. Il m'arrivait de me boucher les oreilles et de chanter pour couvrir ces bruits et ces voix. Je supportais alors très mal la solitude. Cependant, il faut l'avouer, ces expériences m'ont obligé depuis la plus tendre enfance à dépasser mes craintes et à continuer à vivre comme si rien de cela n'était vrai. Toutes ces manifestations ont à tout jamais modifié ma perception du monde. Pour finir, j'ai rangé tous ces faits inexpliqués dans la case « Fabulation d'enfants ». Je m'appelle Caroline Guillotot. Je suis médium et aujourd'hui, je vais partager avec vous les messages et stigmates d'un lieu historique niché à l'intérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le majestueux château fort de Vos, anciennement appelé Velsia. Denis, mon caméraman et compagnon, sera auprès de moi pour parcourir l'entièreté de la propriété. Chose importante, nous avons tous deux décidé de ne pas nous documenter sur le lieu afin de ne pas être influencés. Donc, au moment où nous filmons ce reportage, la seule et unique chose dont nous avons eu connaissance est qu'une jeune fille prénommée Lucie serait morte au sein du château et entrait les lieux. Malgré tout, j'ai pris le parti de ne pas me focaliser uniquement sur elle. À présent, je vais vous retracer rapidement l'histoire de cette forteresse qui fut probablement construite en l'an 808 et où de nombreux propriétaires se succédèrent au fil des siècles. Je reprécise que je n'avais absolument pas connaissance de l'historique des lieux lors de notre arrivée au château. C'est donc à cette époque que Charlemagne fera construire un château pour son fils, Louis le Débonnaire, plus connu sous le nom de Louis le Pieux. Il faut préciser qu'avant la construction de ce dernier, se trouvait un couvent de bénédictins puis une église. Donc clairement, il s'agit d'un lieu hautement énergétique comme la plupart des constructions de lieux de culte. Les premiers documents sur le château de Vos datent de 980 à l'époque du traité de Verdun. Il est également mentionné que cette forteresse s'est construite autour d'une énorme source. En 1317, le roi V de France, Philippe dit le Long, va laisser le château à son cousin Louis de Clermont, sire de Bourbon. Petite parenthèse, Philippe V est le fils du fameux roi Philippe le Bel, celui-là même qui, par soif d'absolutisme et rêvant d'être pape de son propre royaume, orchestra une campagne de calomnie contre ces moines chevaliers vêtus de longs manteaux blancs, les Templiers. Il ordonna l'arrestation de ceux-ci le vendredi 13 octobre 1307. C'est de là que vient la superstition du vendredi 13. Je ferme la parenthèse. Donc, en délaissant le fort à son cousin, le bien ne fera plus partie de la royauté. À la fin du XIVe siècle, Louis de Clermont revendra le château en deux parties à deux familles, celle de Vos et celle des Bréchards de Bressolles. Au début du XVe siècle, la seigneurie de Vos sera placée en baronnerie en faveur de Robert Dauphin.
Celui-ci possédera alors la plus grande partie du château. En 1504, ce sera Anne de Vienne qui deviendra l'héritière d'une section du château et qui par la suite s'offrira la partie restante. Elle possédera alors la totalité de la baronnerie de Vos. Ainsi, 3 générations se succéderont et ce sera en 1593 que Claude de Beaufremont cédera la forteresse à sa cousine Jacqueline Mottier de La Fayette. Cette dernière ayant, selon les récits, un lien direct avec la légende de Lucie. À notre arrivée, ce sera Brian Falkenberg qui viendra nous accueillir et nous aurons la chance d'être accompagnés par celui-ci pendant notre séjour. Brian étudie les lieux et consulte les archives du château depuis de nombreux mois. Et vous le verrez, il va être un atout pour moi, car il connaît beaucoup de faits concernant l'histoire du château. D'emblée, je lui fais savoir que dans un premier temps, je ne veux recevoir aucune information sur ce qu'il s'est passé au sein du château. À ce stade, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Vais-je pouvoir capter des messages ? Lorsque nous arrivons sur cette magnifique terrasse, et alors que Brian me présente les lieux, je vais recevoir un premier flash. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été enterrées ici, tout près ? Alors enterrées, non. D'accord. Il n'y a pas de cimetière ou de tombe Alors non. Après, dans les environs, par contre, ici, il y a un événement qui est associé, que j'ai pu retrouver au niveau histoire, notamment à la période où la famille Leloup avait le château. Donc on est sur 1645, dans ces alentours-là, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que régulièrement, ils venaient sur place dans le château. Ils ne vivaient pas sur place, mais ils avaient le château, donc ils venaient régulièrement. Et un beau jour, lorsque la famille vient, le fils notamment de la famille, le seul fils, était sur un cheval qui en fait a complètement perdu la tête. Ils ont essayé de le calmer, tout ça, etc. Et malheureusement, ça s'est fini tragiquement en courant en ligne droite à cet endroit-là. Ah voilà. Et ils sont, du coup, les deux sont décédés là-haut, en bas. Donc le cheval, tout comme le fils. Ouais. Et bon, après sur la suite de l'histoire, malheureusement, il y a un trou qui est manquant. Mais la mère n'est plus présente dans la trace historique et ce sont les filles, donc les sœurs de cet homme qui en fait ont récupéré le château et tout de suite l'ont revendu à quelqu'un d'autre. D'accord. Donc ils n'ont pas vécu forcément bien cet événement à ce qu'il faudrait croire. Voilà, en tout cas en lien avec ici. D'accord. Et alors les corps ont été récupérés ? Aucune. On ne sait pas. On ne sait pas. À mon retour, je vais entreprendre de multiples recherches sur ce cher monsieur Leloup. Les seules traces que je trouverai sont celles d'un Claude Leloup de Bellenave qui, comme son nom l'indique, est relié au château de Bellenave. Celui-ci se trouve à 8 minutes de celui de Vos. Y aurait-il une confusion ? En tout cas, ce Claude Leloup de Bellenave, lui, n'a eu que 2 filles, Marie et Marie-Louise. Je n'ai malheureusement pas retrouvé d'indices sur un Claude Leloup au sein du château de Vos. Encore un mystère de plus à résoudre. Spécifiquement, donc là on est sur le chemin historique du château. Oui. Il faut savoir que l'entrée actuelle n'est pas l'entrée historique. D'accord. C'est l'entrée avec le troubadour, elle a été construite qu'en 1850. Oui. Et le chemin sur lequel là on commence seulement, à partir des marches, en fait, c'est le chemin historique du château qui a resté tel quel et qui est toujours utilisé aujourd'hui. Au bout de ce chemin, et alors que je regarde le porche qui constitue l'entrée du château, je vais recevoir un flash. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vois des chiens, qu'il y a une arrivée de chiens. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai en tête des chiens genre épagnols ou un truc du style. Nous nous apercevrons quelques minutes plus tard qu'un chenil se trouvait à moins de 20 mètres de cette entrée. Apparemment, l'ancien propriétaire, Charles de Cadier, pratiquait la chasse à courre. Dès que nous entrons dans la cour, je suis étonnée par l'envergure de la demeure et de ce que cet endroit dégage. Je suis réellement enthousiaste et j'ai hâte de commencer les investigations.
Selon l'endroit où nous nous plaçons, nous y verrons tantôt une forteresse féodale, tantôt une magnifique demeure aristocratique. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'instant T, je me sens très bien. Je suis notre guide et dès les premiers pas vers cet endroit où se trouve un tas de vieux meubles appartenant aux anciens propriétaires, je ne vais pas tarder à sentir quelque chose d'assez pesant se trouvant sur ma droite. Mes jambes se font cotonneuses et je ressens une pression dans la poitrine. Brian, lui, ne me dit rien. C'est ce que nous avions convenu. Mes ressentis à cet endroit précis ne sont pas bons. Je me sens triste, apeurée et complètement désorientée. Donc, quels sont tes ressentis du coup ici ? Je me sens pas spécialement bien. J'ai le mot enceinte qui arrive, secret. Et oui, donc j'ai eu le mot aussi oubliette. Il y a toute la partie légende de Lucie, dont je vais arriver juste après. Pour la partie enceinte, est-ce que j'en ai compris, c'est enceinte... Enceinte bébé. Enceinte bébé, donc être enceinte, ok. D'accord, et auquel oui. cas, il y a une histoire effectivement qui tourne autour de bébé, etc. Mais c'est pas en lien avec ici spécifiquement. D'accord. C'est une partie qui est située à côté de la tour de guet là-bas, sur la partie extérieure. Ok. Je pense que je présenterai cette histoire là au moment où je serai là-bas. D'accord, super. En lien avec toutes les autres mots, remarques, tout ça, etc., ça colle effectivement à ce qu'on a de l'histoire de la légende de Lucie. Oui. Alors, pour raconter... Oui, parce que je la connais pas. Hein. D'accord. J'ai fait exprès, je me suis pas renseignée. Donc tu vas me la faire découvrir, quoi. Oui, et je vais me repréciser 2-3 choses parce que certaines dates, etc., j'ai pu faire des recherches et il y a des corrections à faire dessus par rapport à ce qu'on trouve sur Internet. Donc ça tombe bien. La légende de Lucie, ce qu'elle raconte concrètement, c'est une femme qui vient ici au château pour travailler. Elle aura son job en tant que domestique. Et il va se passer une histoire de cœur avec Guy de Daillon, le duc qui était actuellement présent au sein du château. Jacqueline de La Fayette, sa femme, sera fortement jalouse de cette histoire de relation. Et à un moment où Guy de Daillon va devoir partir en guerre ailleurs en France, le système de duc est fait que si jamais le duc, ayant la responsabilité du château, des environs, etc., du pouvoir, doit partir, c'est sa femme qui récupère ces pouvoirs-là. Okay. Et notamment le pouvoir de justice. Donc Jacqueline de La Fayette a récupéré tout ça pendant que Guy de Daillon est parti ailleurs en guerre. Et elle en a profité pour utiliser son service pour condamner Lucie à la punition la plus forte. Ici, les oubliettes. Ah oui. Pour Lucie. Et les oubliettes se trouvent ? Logiquement, les oubliettes se situent en dessous du donjon. Et logiquement, du coup, effectivement, Lucie serait donc décédée en dessous de ce donjon-là, dans la partie un peu souterraine de ce donjon-là. Donc l'entrée est juste là sur la droite. Ah oui, donc voilà pourquoi on ne se sent pas très bien ici, quoi. Parce qu'on n'est pas loin. Alors peut-être, après, je sais pas, je pourrais pas faire le lien directement entre le ressenti, etc. Ça, c'est... Seulement voilà, à mon retour et lors de mes recherches, un détail va rapidement me sauter aux yeux. Madame de La Fayette fera l'acquisition du château en 1593. Or, la date de décès de son mari, Guy de Daillon, est, tenez-vous bien, 1585. C'est une date que j'ai pu retrouver sur un site de généalogie. Et là, je vous avoue tomber des nues, car ces documents viennent littéralement ébranler la légende de Lucie. En effet, comment celle-ci aurait-elle pu avoir une liaison avec Guy de Daillon au sein du château de Vos, alors que celui-ci était mort 8 ans avant que sa femme n'en hérite? De plus, certains affirment que le château était en ruine lorsque Madame de La Fayette devint la nouvelle propriétaire, et que dès lors, elle n'aurait pu y vivre. Bref, diverses familles telles que les Chauvigny de Blotte, Le Loup, Dubuisson, de Cadier vivront dans cette demeure. Mais de mon côté, j'en viens à me poser cette question. Est-ce que la légende de Lucie serait une pure invention? De plus, nous ne trouverons malheureusement aucune preuve de décès de cette jeune fille. En avançant au fil de mes recherches, je m'aperçois que les dates ne coïncident pas entre elles.
C'est alors qu'un flash me revient en pleine figure. J'avais effectivement pressenti qu'il ne fallait pas me focaliser uniquement sur le fantôme de Lucie. Mais alors, pourquoi cette légende? Et surtout, avec qui prendra-t-elle vie? Le 1er septembre 1971, le baron Eugène de Cadier de Vos vend le château à un personnage truculent nommé Ephraim Tagory de la Tour. Voici ce que j'ai pu trouver sur le net, et vous le verrez, celui-ci a un curriculum tout à fait exceptionnel. Tout d'abord, il naquit à Jérusalem. Plus tard, il fera des études d'ingénieur pont et chaussée à Tel Aviv, Moscou, puis Varsovie. Par la suite, il deviendra une sorte de mercenaire, participera à la bataille de Stalingrad en tant que général pour l'armée de Russie. Il finira comme officier dans l'armée anglaise. Conseiller de l'état-major d'Israël, puis ingénieur conseil à Paris, il fera même la rencontre du général de Gaulle. On pourrait dès lors se poser la question: comment cet homme est arrivé jusqu'à Vos pour y acheter cette ancienne forteresse? Et là, je ne serai pas en mesure de vous répondre. Dans une des nombreuses vidéos où il apparaît notamment lors d'une interview, je tique sur une phrase prononcée par M. Tagory, qui est celle-ci. Depuis 3 ans que j'exploite ce fantôme, des milliers de personnes viennent du monde entier, etc., etc. Je précise à nouveau que cette vidéo est sur le net, donc vous pouvez faire vos propres recherches. Je ne suis pas là pour lui jeter la pierre, car en agissant ainsi, Tagory est parvenu à récolter de l'argent et à tenir le château plus ou moins en état. Mais bon, laissons-lui le bénéfice du doute. Peut-être qu'Ephraim Tagory de la Tour croyait réellement en Lucie. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, aucun document antérieur aux années 1970 parlant de cette jeune Lucie n'a été retrouvé. Tout laisse à penser que Tagory de la Tour l'aurait tout simplement inventé. Donc là maintenant je vais vous emmener en haut, notamment sur la partie tour de guet. Donc on a la cour que je vais montrer qui est sur la droite, tour de guet sur la diagonale. Juste en face de nous, la deuxième tour de guet carrée, la partie la plus ancienne du château. Donc ici devant, là, la tour. Juste cette tour-là, ouais. Ok, ouais. Et après, du coup, je vais vous montrer plusieurs endroits par là. Ok. Donc là, on est du coup sur la partie 16e siècle, dans le couloir au premier étage, au niveau de l'aile nord. Et par rapport à cet endroit-là, malheureusement, je ne pourrais pas vous aller plus loin que cette barrière-là, mais c'est un couloir qui est traversant où quelques personnes ont des ressentis, donc oui. Je te laisse... C'est ça, c'est le cas. Donc ici, je sens quelque chose de lourd et oui, donc le côté de ma tête ici est plus ou moins endormi, avec une raideur au niveau de la nuque et ouais, ça me fait mal dans la tête, même presque derrière l'œil, enfin de cette partie du visage. Ok. En diagonale, en haut à droite, enfin à l'étage du dessus, vers là-bas, il y a une salle qu'on appelait la salle aux pendus. Oh. Et en fait, pendant la Révolution française, plusieurs personnes ont été pendues à cet endroit-là. Et bon, en lien avec tout ça, il y a un mot notamment que tu as entendu plus tôt, le mot enceinte, qui est en lien aussi avec cette salle en pendu. J'en parlerai au moment où je serai à côté de la tour de guet. Donc cette partie-là, ça va être 3 pièces vides. Enfin, il y en a une 4e qui est tout au bout, mais la porte qui est au bout, en fait, permet de bloquer l'accès, on va dire, dangereuse. Et une première salle, une deuxième, une troisième. Elle a eu de l'activité, ces 3 pièces-là. Oui. Alors, pas activité paranormale, pardon. Activité dans le sens où il s'est passé des choses, des événements d'un point de vue histoire. Oui, moi, la chose que j'ai eue, c'était le mot danse. Et ça, je ne sais pas s'il y a un lien. J'ai eu le mot danse. Par rapport à ces 3 pièces, non, rien de spécifique d'un point de vue de la danse. Parce qu'on connaît après. Hein, oui, d'accord. Donc voilà. Et après cette porte-là, vous pouvez quand même regarder. On peut voir notamment là-bas au fond la partie donjon. Ouais, que j'aime pas du tout. Une pièce à l'étage. Voilà, donc c'est la porte qui était là-bas tout au fond. Et c'était une sorte de plateforme avec un escalier qui était juste devant et une pièce et une deuxième pièce à côté. Okay. Et la salle des pendus, elle commence juste au-dessus de la grosse poutre qui est en haut. Ici, juste au-dessus de nos têtes,
se trouve donc la salle aux pendus. À présent plus proche de l'endroit, une certaine crainte et nervosité vont se déclencher chez moi. Je décide donc de ne pas m'attarder là. C'est un endroit qui s'est effondré dans tous les cas en 2006. Donc en fait, il n'est plus accessible depuis. Et c'est pour ça que par abus de langage aussi, la tour de Lucie n'est pas le donjon. C'est la tour de l'horloge qui est appelée la tour de Lucie. D'accord. Et c'est pas pour rien, c'est par abus de langage. C'est parce qu'à force que les groupes paranormaux passent pour visiter, etc., vu que cette salle s'est effondrée, il ne restait plus que le chemin de ronde et la salle dans la tour de l'horloge. Oui. Et en fait, lorsqu'une équipe voulait aller voir Lucie, et ben, ils allaient dans la salle de la tour de l'horloge pour poser leur matériel, parce que c'est le seul endroit où il y a de la place. Le chemin de ronde, c'est qu'un couloir qui est assez serré. Et en fait, lorsqu'ils allaient voir Lucie, et ben, ils allaient dans la tour de l'horloge. Donc je vais aller voir dans la tour de Lucie. Ok. Et c'est devenu un abus de langage en fait avec le temps. Ok. Mais non, l'histoire se passe vraiment par rapport au donjon s'il y a des oubliettes. D'accord. Maintenant que nous rebroussons chemin, un premier prénom arrive à mes oreilles. Michel. Malheureusement, Denis n'a pas pu enregistrer ce passage. Alors, dans cette partie-là, on est entre les deux tours de guet. Donc la tour carrée sur la gauche, la tour ronde sur la droite. Et c'est une petite cour qui est aménagée entre les deux. D'accord. Ok. Donc moi, j'ai le nom bergamote qui est sorti déjà quand j'étais en Belgique, et le mot amant. Donc voilà, le mot amant, tu avais déjà fait le lien avec... Alors le côté amant, dans ce que j'ai comme trace, histoire, tout ça, etc., la seule chose où je vois une notion de cœur et d'histoire, c'est la légende de Lucie elle-même, et l'histoire qu'elle fricotait avec Guy de Daillon. Donc ça c'est quoi? Ah, alors... En lien tout à l'heure avec le mot enceinte, en lien avec la salle aux pendus, je vais pouvoir parler d'une autre légende qui est en lien avec ce château. D'accord. Donc 1789, Révolution française, plusieurs personnes qui se font pendre à l'intérieur. Et parmi tous ces pendus, il y aurait une qui aurait eu un métier de sage-femme équivalent à l'époque, et qui aurait été accusée de tuer des bébés pendant son service. Donc elle aurait été pendue dans la salle aux pendus, qui est là-bas. D'accord. Et dans un second temps, ils auraient récupéré des indices, des informations qui feraient que finalement ce n'est pas elle qui avait tué les bébés. Donc par regret et dans le but de faire un mémorial, ils auraient construit ce truc-là, à cet endroit-là. Wow, ok. Depuis, il y aurait eu plusieurs rénovations parce qu'on peut voir notamment certains endroits qui ont de la présence de briques notamment. Oui. C'est la brique pour le château arrive à l'entour 1800-1850. Ce n'est pas au moment de la Révolution française que c'est vraiment venu. Et c'est qu'une légende. Moi-même, je n'ai pas réussi à retrouver la trace historique dans les archives. Par contre, le seul truc qui m'intrigue vraiment, c'est que ça, par contre, effectivement, ça existe. C'est bien présent, c'est bien là. Et ça a une forme bizarre, même au niveau des sculptures, etc., par rapport au-dessus. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que soit ça accueillait de l'eau ou quelque chose qui fumait. Voilà. Alors, peut-être. Donc là, maintenant, on va partir à l'intérieur de la tour de guet. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs entrées dans cette tour de guet. Il y a aussi une pièce qui est présente là en dessous, derrière le mur, mais accessible depuis la cour au nord, qu'on a déjà vu. D'accord. Là, c'est à partir de là, je vais vous présenter les salles d'ici, et ça va monter jusqu'en haut, jusqu'à tout en haut. Ok. Hop, on va monter les marches. Et je vais vous présenter ce que j'appelle la salle aux marques. Vous allez voir pour vous-même pourquoi. Donc, voici la pièce que j'appelle la salle aux marques au départ. Alors, c'est une salle où il faut savoir d'un point de vue histoire, où je vous laisse faire vos ressentis d'abord, j'ai oublié, pardon. Je vous laisse faire vos ressentis d'abord. Ok. C'est vraiment cette cheminée qui me... Donc cette partie-là, effectivement, a été une cheminée. Oui, parce que je me sens vraiment aspirée. Hein. Chaque fois que... quand je me trouve devant, là, j'ai l'impression de partir, d'être aspirée. Et ici, j'entends le mot douve. 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 Alors, c'est en lien avec une partie des recherches actuellement. Les douves ne sont plus actuelles aujourd'hui. Mais il y en avait.
mais il y en avait, notamment la partie nord-est du château, le côté du donjon, avec le long du mur. En fait, dans la végétation, il y avait effectivement un creux qui était aménagé et où on laissait probablement l'eau à cet endroit-là pour que les gens ne puissent pas approcher la façade. D'accord. C'est pas resté dans le temps, notamment au 19e siècle, on n'a plus du tout cette partie-là qui est présente. Même là, ici, au niveau de l'entrée, c'est pas présent non plus. Mais il reste encore une trace qui est là-bas encore, en tout cas. À présent que la nuit est tombée, l'atmosphère du lieu a complètement changé. Je suis donc plus alerte et une forme d'inquiétude m'envahit. Je vais vous emmener maintenant sur la partie souterraine qui est, donc la porte d'entrée est là et c'est sur la gauche en dessous. D'accord. Ça permet notamment d'avoir accès à un souterrain qui fait tout le dessous de cette aile-là. Ok. Et un peu le dessous de l'aile du 19e. Ok. Voilà. Donc plusieurs éléments aussi qui sont en lien avec cette partie souterraine, mais je vous en parlerai du coup au moment où D'accord. on sera là-bas. Alors, faites attention aux marches. Oui. Et alors, il va falloir que j'allume un peu la lumière aussi. Alors, plusieurs couloirs. Et alors là-bas, ça mène où? Alors là-bas, ça mène à une petite tour qui est une ancienne tour 14e. Le bâtiment a été ensuite construit par-dessus au 16e. D'accord, ok. Et ça mène à cet endroit-là simplement. D'accord, désolée, je perds encore là. C'est le sol qui n'est pas droit ou... voilà, bref. Ok, d'accord. Donc voilà pour cette partie-là. Après, mieux vaut ne pas y accéder parce que tout n'est pas sûr d'un point de vue sécurité. D'accord. Et ensuite, on a cette grande pièce. Oui. Moi, quand je viens ici, le premier mot que j'ai, c'est rassemblement. Dès le moment où je franchis l'entrée de cette salle, je vais recevoir un flash. Des hommes assis. Je ne vois que leur dos. Ils sont tous habillés de la même manière, avec un costume rayé, tels des prisonniers. Alors là, j'entends Dominique. J'entends Dominique. Et... Et là... Qu'est-ce qui se passe là, en dessous? Il y a quoi? Cet endroit-là, c'est l'endroit de réserve d'eau statique que je parlais tout à l'heure. On voit de l'eau, c'est de l'eau ça? C'est de l'eau qui est juste en dessous. Ah mon Dieu! Bon, du coup, j'entends des sifflements lointains et ça fait, comment dire, comme quelque chose, comme une musique populaire connue que plusieurs sifflent en même temps, en fait. D'accord. J'entends ça ici. Voilà, j'ai l'impression que ça vient de là, les sifflements. Alors, sifflement, non, j'ai pas de traces d'éléments par rapport à ça. Je sais pas ce que ça peut représenter, hein. C'est vraiment léger, mais j'ai l'impression que peut-être que une personne ou les personnes qui venaient ici avaient tendance à siffler. Alors, il y a une anecdote que je peux parler éventuellement par rapport en lien avec ici, que je cherche encore pour l'instant à trouver comme trace historique dans les archives. Mais à cet endroit-là, avec l'ensemble des bancs qui sont présents, à la Seconde Guerre mondiale, il y a une anecdote disant que des résistants se seraient ramenés ici, se seraient regroupés ici, et se seraient amusés à faire des pièces de théâtre. D'accord. Et on est sur une anecdote complètement du coup pacifique dans ce sens-là. Oui. Et ils auraient fait du coup des pièces de théâtre là, du jeu, etc. pour se divertir, échanger les idées. L'hymne que j'entends vient étrangement de cette réserve d'eau et je suis presque en mesure de le fredonner. Sur les propos de Brian, je me mets à rechercher des chants ayant un lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Le premier que je vais entendre va me stupéfier, puisque je vais immédiatement le reconnaître. Il s'agit d'une chanson bien connue des Français, en particulier des résistants de la guerre 39-45, appelée « Le chant des partisans ». J'apprendrai que cette chanson était l'air qui, à l'époque, avait traversé le brouillage ennemi et qui était principalement sifflé.
Cette chanson deviendra par la suite un chant national. Ça servait à... Alors cette partie-là, au départ, du coup, elle aurait servi de banc du coup à cette époque-là. D'accord, Donc en Seconde Guerre mondiale. C'est bien des bancs, oui. Plus tôt dans le temps, il faut s'imaginer qu'entre chaque 2 morceaux de bois, il y avait notamment cette partie-là qui faisait protection au-dessus. Ouais. Et c'était pour mettre les gros tonneaux de vin. D'accord. Et en fait, le château a rempli plusieurs bouteilles, faisait du remplissage de bouteilles à cet endroit-là. Donc l'ensemble de ça, c'était des gros tonneaux. La mise en bouteille était dans une pièce qui est plus loin, que je vous montrerai. Ok. Donc autre partie. Un four ici et un autre chauffage à côté. Un four? C'est Un ça? four, ouais. Ah d'accord, ok. Ok. Ressenti. Ressenti. Je n'aime pas spécialement cet endroit, mais voilà, je n'ai pas de trucs qui arrivent, quoi. Ok. Mais ouais, j'aime pas spécialement cet endroit quand même. D'accord. Alors peut-être dans la pièce à côté dans ce cas. Ouais. Un peu plus grande aussi. C'est bizarre. C'est bizarre, j'ai entendu un mot qui ressemblait à taureau, mais je vois pas le rapport, je ne comprends pas. Un mot qui ressemble à taureau. Oui, j'ai entendu taureau. Non, j'ai pas de... Non, bah ça oui, me parle. je me doute bien, c'est pas... J'ai rien en trace. Alors, hop, c'est taureau, tonneau, peut-être, je sais pas. Mais non, Tonneau, le vin serait logique Oui, après, bah. mais bon. Et là-bas, c'est quoi? Oh. Alors, la pièce qui est tout au fond, c'est une petite pièce. Sur la droite, il y a de nouveau une machine qui est présente. Ouais. Et après, c'est des escaliers qui descendent, enfin qui montent, pardon. Ouais. C'est des escaliers qui montent jusqu'à l'endroit où il y a la paroi vitrée. Alors que nous ressortons du sous-sol, je vais recevoir plusieurs messages. Étrangement, à cet endroit, 4 mots viendront à moi avec insistance. Ouais. Donc, ça fait bien 10-15 fois que j'entends le mot damso. Damso. Voilà. Et damso, je sais pas. Et tout à l'heure, j'entendais très souvent le mot dame. Dame. Et maintenant, j'ai damso. Alors, dame, il y a eu plusieurs dames en plus qui sont en lien avec le château, qui ont fait du travail, tout ça. Damso, j'ai regardé sur internet la définition. Parce que. Est-ce que tu as une orthographe peut-être ou pas du tout? Non, c'est entendu? Alors, c'est entendu. Non, j'ai pas l'orthographe du tout. Bon, je vais essayer damso. On va voir. Alors, quelque chose en saut, non, ça me parle. D'accord. Et 2 prénoms qui reviennent tout le temps, c'est Dominique et Hélène. Alors ça, oui. Il y a plusieurs endroits même où ça même écrit physiquement parlant sur certains endroits. D'accord. Et plus loin. le mot mausolée. Oh, c'est juste au-dessus de votre tête. D'accord. Et c'est écrit aussi juste au-dessus de votre tête. C'est écrit là? Oui. Bah, on va pouvoir y aller si vous voulez. Ok, d'accord. Ici, on est dans la galerie des portraits. D'accord. Et c'est ici qu'on a tous les tableaux qui sont présents. Donc, je vous reparlerai d'un tableau plus long là-bas. Et la mausolée est là. Et alors, il faut un petit peu de lumière, mais Donc là, on doit parler plus bas, peut-être? ça, D'accord. je parle Pour plus les bas de propriétaires. Ouais. Et en fait, Ok. alors, on ne voit pas beaucoup. On voit mieux en journée. Oui. Mais en fait, sur la gauche, c'est écrit Dominique. Et sur le vitraux de droite, c'est écrit Hélène. Ok, d'accord. Étonnée, mais également touchée par l'exactitude et la précision des messages, je regarde les vitraux de l'oratoire. Et ma surprise ne s'arrêtera pas là. Moi, mon ressenti ici, c'est recueil, deuil, quoi. On va prendre dans une petite chapelle, donc. Oui, mais il y a le mot deuil qui arrive aussi. Hein.
deuil. Oui. La personne qui est juste là, en fait, dans le cadre, il faut savoir que c'est la personne précédente qui était l'équivalent de châtelain, je vais dire, pour le château, donc qui aidait à entretenir le terrain, etc., ce que je fais aujourd'hui. Oui, d'accord. Et en fait, il est parti il y a à peu près 2-3 ans. Ça fait 3 ans, 4 ans, je crois, à peu près. Je ne veux pas dire de bêtises au niveau de l'année, mais c'est les propriétaires qui l'ont retrouvé, en fait, à l'intérieur du château, dans un endroit à plus bouger, quoi. Et je suis le suivant, quoi. Retrouvé, c'est-à-dire il était dans l'établi et il bougeait plus, rien. Donc les pompiers ont été appelés, tout ça, etc. Et ça s'est passé à l'intérieur du château et c'est quelqu'un qui est parti, quoi. D'accord. Et le tableau, depuis, a été mis là. Ok. Alors il était avant aussi dans le couloir, dans la galerie des portraits, un peu pendant un moment. Mais sinon, il est principalement là. Donc, est-ce que le côté deuil est en lien avec ça? D'accord, ok. Dans le doute, j'irai creuser quand même s'il y a une personne à envoyer à faire une mission. Et son prénom? Michel. Ah. Oui. Ok, je l'avais vu tout à l'heure. Quand même bête, hein. Parce que tantôt, je l'ai dit Michel, et tu m'as dit ah oui, mais tu te rappelles où je l'ai dit? Tour de guet là-bas. Et j'ai dit oui, j'en parlerai du coup plus tard. Mais ça, il n'a pas filmé. Il y avait 2 personnes distinctes et non, c'était pas filmé. D'accord, ok. Cet oratoire n'est pas à proprement parler un mausolée, mais la présence de ces 2 prénoms, ainsi que la photo de Michel, transforme peut-être ce lieu en une sorte de mausolée. Qui sont Dominique et Hélène? Pourquoi m'a-t-on donné ces 2 prénoms? Essaie-t-on de me transmettre un message en particulier? En tout cas, je ne suis pas parvenue à découvrir qui étaient ces personnes. Et Brian n'a pas su me répondre lui non plus. Donc voilà pour la chapelle, du coup, maintenant la galerie des portraits, maintenant que les prénoms sont montrés. Je te laisse du coup ressentir, voir les tableaux, tout ça, parce que là... J'entends le... Oups, désolée. Pas de souci. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a en dessous de nouveau? Bah oui, ça donne où du coup? C'est la galerie des armes juste en dessous, le couloir du rez-de-chaussée. Ok. J'ai entendu le mot... Attends que ça me revienne, je viens de l'avoir là. J'ai entendu mémorial. Mémorial? Oui. Alors, on a un tableau du roi d'Espagne qui est ici, 1905. D'accord. Après avoir consulté plusieurs sources, je vais tomber tout à fait par hasard sur un nom qui va de suite me parler. Sur ce tableau est représenté le roi XIII d'Espagne, Alfonso. Dans les années 1920, celui-ci concéda le titre de comte de Chefchaouen au général de l'armée espagnole, se prénommant Damaso Berenguer. Cet homme d'État espagnol dirigea le pays pendant 1 année seulement. Serait-ce ce mot, Damso, que j'ai entendu à plusieurs reprises? C'est le rapprochement le plus plausible que j'ai pu faire. Nous sommes venus au château de Vos par attrait pour Lucie, mais il semblerait que peu d'informations la concernant directement me soient parvenues, ce qui est logique vu qu'elle n'a probablement jamais existé. Si nous devions résumer l'ensemble des informations que j'ai récoltées en tant que médium et enquêtrice, nous pourrions penser que celles-ci viennent de différentes époques et de diverses entités. De ce fait, il m'est difficile de concevoir un fil conducteur unique dans cette investigation qui était à l'origine dédiée au fantôme de Lucie. Cependant, les événements qui arriveront par la suite vont encore plus éveiller ma curiosité. Ce lieu, imprégné par les énergies et le vécu des anciens habitants, n'a pas fini de me surprendre.